Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour reprendre ensemble la lecture d'un roman de la littérature française, d'un essai de la littérature française, car c'est avec Charles Baudelaire et les paradis artificiels que nous allons passer la soirée. Alors j'espère que vous avez eu l'occasion de suivre les émissions précédentes, car j'avais commencé la lecture et que donc je vais la reprendre maintenant. Je vais quand même vous dire quelques mots avant de reprendre la lecture sur Charles Baudelaire, même si vous le connaissez sûrement et vous avez sûrement lu une de ses œuvres les plus, l'œuvre qu'il a façonnée pendant toute sa vie, les œuvres du mal. Alors, Charles Baudelaire est un poète français qui est né à Paris en 1821 et qui est mort en 1867. Il n'a vécu donc que 46 ans. Et il a, malgré tout, réussi à être très reconnu, à être un des poètes français les plus reconnus, et notamment par les Fleurs du Mal dont je viens de vous parler. Alors, Charles, c'est avec, par contre, les paradis artificiels que nous allons passer la soirée. Donc, c'est un essai qui a été publié en 1860 et que nous allons parcourir ensemble ce soir, où Charles Baudelaire traite du hashish et il traite de la relation entre les différentes drogues et la création poétique. Donc, dans cet essai, il nous fait part de plusieurs anecdotes où plusieurs personnes prennent du hashish et il constate les effets que ça peut avoir sur le corps humain et sur les réactions que peuvent avoir les êtres humains. Donc c'est un essai qui est composé en deux parties. La première partie donc, est plus sur justement le poème du hashish, donc sur la prise de drogue et les effets que ça peut avoir sur les êtres humains. Et la deuxième partie, c'est un commentaire du livre Confessions d'un mangeur d'opium anglais, de Thomas de Kinsey, qui est paru en 1821. Et donc là, Charles Baudelaire nous en fait des commentaires, nous partage des passages traduits et des commentaires philosophiques et biographiques. Voilà, donc avant de reprendre la lecture de cette première partie sur les hashish et sur ses effets, donc à la page 129, je voudrais vous inviter à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. On le dit à chaque fois, mais c'est vrai qu'on est toujours très très content de vous lire et de savoir que vous communiquez avec nous à travers les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Et sachez aussi que vous pouvez consulter les replays de l'émission si vous en avez raté des précédentes ou si vous voulez en revoir certaines sur le site internet de la chaîne D8. Voilà, donc je reprends la lecture et en tout cas je vous souhaite une très très bonne soirée. Une légère fraîcheur s'était déjà manifestée au bout de mes doigts. Bientôt, elle se transforma en un froid très vif, comme si j'avais les deux mains plongées dans un seau d'eau glacée. Mais ce n'était pas une souffrance. Cette sensation presque aiguë me pénétrait plutôt comme une volupté. Cependant, il me semblait que ce froid m'envahissait de plus en plus au fur et à mesure de cet interminable voyage. Je demandais 2 ou 3 fois à la personne que j'accompagnais s'il faisait réellement très froid. Il me fut répondu qu'au contraire, la température était plus que tiède. Installé enfin dans la salle, enfermé dans la boîte qui m'était destinée, avec 3 ou 4 heures de repos devant moi, je me crus arrivé à la terre promise. Les sentiments que j'avais refoulés pendant la route avec toute la pauvre énergie dont je pouvais disposer firent donc irruption et je m'abandonnais librement à ma muette frénésie. Le froid augmentait toujours et cependant je voyais des gens légèrement vêtus ou même s'essuyant le front avec un air de fatigue. Cette idée réjouissante me prit que j'étais un homme privilégié à qui seul était accordé le droit d'avoir froid en été dans une salle de spectacle. Ce froid s'accroissait au point de devenir alarmant, mais j'étais avant tout dominée par la curiosité de savoir jusqu'à quel degré il pourrait descendre. Enfin, il vint à un tel point, il fut si complet, si général, que toutes mes idées se congelèrent. Pour ainsi dire, j'étais un morceau de glace pensant. Je me considérais comme une statue taillée dans un seul bloc de glace, et cette folle hallucination me causait une fierté, excitait en moi un bien-être moral que je ne saurais vous définir. Ce qui ajoutait à mon abominable jouissance était la certitude que tous les assistants ignoraient ma nature et quelle supériorité j'avais sur eux.
Et puis le bonheur de penser que mon camarade ne s'était pas douté un seul instant de quelle bizarre sensation j'étais possédée. Je tenais la récompense de ma dissimulation et ma volupté exceptionnelle était un vrai secret. Du reste, j'étais à peine entrée dans ma loge que mes yeux avaient été frappés d'une impression de ténèbres qui me paraît avoir quelque parenté avec l'idée de froid. Il se peut bien que ces deux idées se voient prêter réciproquement de la force. Vous savez que le hashish invoque toujours des magnificences de lumière, des splendeurs glorieuses, des cascades d'or liquide, toute lumière lui est bonne. Celle qui ruisselle en nappe et celle qui s'accroche comme du paillon aux pointes et aux aspérités. Les candélabres des salons, les cierges du mois de Marie, les avalanches de roses dans les couchers de soleil, il paraît que ce misérable lustre répandait une lumière bien insuffisante pour cette soif insatiable de clarté. Je crus entrer, comme je vous l'ai dit, dans un monde de ténèbres qui d'ailleurs s'épaissait graduellement pendant que je rêvais nuit polaire et hiver éternel. Quant à la scène, c'était une scène consacrée au genre comique. Elle seule était lumineuse, infiniment petite et située loin, très loin, comme un bout d'un immense stéréoscope. Je ne vous dirai pas que j'écoutais les comédiens. Vous savez que cela est impossible. De temps en temps, ma pensée accrochait au passage un lambeau de phrases et, semblable à une danseuse habile, elle s'en servait comme d'un tremplin pour bondir dans des rêveries très lointaines. On pourrait supposer qu'un drame, entendu de cette façon, manque de logique et d'enchaînement. Détrompez-vous. Je découvrais un sens très subtil dans le drame créé par ma distraction. Rien ne m'en choquait. Et je ressemblais un peu à ce poète qui, voyant jouer Esther pour la première fois, trouvait tout naturel qu'Aman, fille d'une déclaration d'amour à la reine. C'était, comme on le devine, l'instant où celui-ci se jette aux pieds d'Esther pour implorer le pardon de ses crimes. Si tous les drames étaient entendus selon cette méthode, ils y gagneraient de grande beauté, même ceux de Racine. Les comédiens me semblaient excessivement petits et cernés d'un contour précis et soigné, comme les figures de Meissonier. Je voyais distinctement non seulement les détails les plus minutieux de leurs ajustements, comme dessins d'étoffe, coutures, boutons, etc., mais encore la ligne de séparation du faux front d'avec le véritable, le blanc, le bleu et le rouge, et tous les moyens de grimage. Et ces Lilliputiens étaient revêtus d'une clarté froide et magique, comme celle d'une vitre de très nette ajoute à une peinture à l'huile. Lorsque je pus enfin sortir de ce caveau de ténèbres glacées et que, la fantasmagorie intérieure se dissipant, je fus rendue à moi-même, j'éprouvais une lassitude plus grande que ne m'en a jamais causé un travail tendu et forcé. C'est en effet à cette période de l'ivresse que se manifeste une finesse nouvelle, une acuité supérieure dans tous les sens. L'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher participent également à ce progrès. Les yeux visent l'infini. L'oreille perçoit des sons presque insaisissables au milieu des plus vastes tumultes. C'est alors que commencent les hallucinations. Les objets extérieurs prennent lentement, successivement, des apparences singulières, ils se déforment et se transforment. Puis arrivent les équivoques, les mépris et les transpositions d'idées. Les sons se revêtent de couleurs et les couleurs contiennent une musique. Cela, dira-t-on, n'a rien que de fort naturel, et tout cerveau poétique, dans son état sain et normal, conçoit facilement ces analogies. Mais j'ai déjà averti le lecteur qu'il n'y avait rien de positivement surnaturel dans l'ivresse du hashish. Seulement, ces analogies revêtent alors une vivacité inaccoutumée. Elles pénètrent, elles envahissent, elles accablent l'esprit de leur caractère despotique. Les notes musicales deviennent des nombres, et si votre esprit est doué de quelques aptitudes mathématiques,
la mélodie, l'harmonie écoutée, tout en gardant son caractère voluptueux et sensuel, se transforme en une vaste opération arithmétique où les nombres engendrent les nombres et dont vous suivez les phases et la génération avec une facilité inexplicable et une agilité égale à celle de l'exécutant. Il arrive quelquefois que la personnalité disparaît et que l'objectivité, qui est le propre des poètes panthéistes, se développe en vous si anormalement que la contemplation des objets extérieurs vous fait oublier votre propre existence et que vous vous confondez bientôt avec eux. Votre œil se fixe sur un arbre harmonieux courbé par le vent. Dans quelques secondes, ce qui ne serait dans le cerveau d'un poète qu'une comparaison fort naturelle deviendra dans le vôtre une réalité. Vous prêtez d'abord à l'arbre vos passions, votre désir ou votre mélancolie. Ces gémissements et ces oscillations deviennent les vôtres et bientôt, vous êtes l'arbre. De même, l'oiseau qui plane au fond de l'azur représente d'abord l'immortelle envie de planer au-dessus des choses humaines, mais déjà, vous êtes l'oiseau lui-même. Je vous suppose assis et fumant. Votre attention se reposera un peu trop longtemps sur les nuages bleuâtres qui s'exaltent de votre pipe. L'idée d'une évaporation, lente, successive, éternelle, s'emparera de votre esprit et vous appliquerez bientôt cette idée à votre propre pensée, à votre matière pensante. Par une équivoque singulière, par une espèce de transition ou de quiproquo intellectuel, vous vous sentirez vous évaporant et vous attribuerez à votre pipe, dans laquelle vous vous sentez accroupi et ramassé comme le tabac, l'étrange faculté de vous fumer. Par bonheur, cette interminable imagination n'a duré qu'une minute, car un intervalle de lucidité avec un grand effort vous a permis d'examiner la pendule. Mais un autre courant d'idées vous emporte. Il vous le roulera une minute encore dans un tourbillon vivant, et cette autre minute sera une autre éternité. Car les proportions du temps et de l'être sont complètement dérangées par la multitude et la densité et l'intensité de ces sensations et des idées. On dirait qu'on vit plusieurs vies d'hommes en l'espace d'une heure. N'êtes-vous pas alors semblable à un roman fantastique qui serait vivant au lieu d'être écrit ? Il n'y a plus équation entre leurs organes et les jouissances, et c'est surtout de cette considération que surgit le blâme applicable à ce dangereux exercice où la liberté disparaît. Quand je parle d'hallucination, il ne faut pas prendre le mot dans son sens le plus strict. Une nuance très importante distingue l'hallucination pure, telle que les médecins ont souvent occasion de l'étudier, de l'hallucination, ou plutôt de la méprise des sens dans l'état mental occasionné par le hashish. Dans le premier cas, l'hallucination est soudaine, parfaite et fatale. De plus, elle ne trouve pas de prétexte ni d'excuse dans le monde des objets extérieurs. Le malade voit une forme, entend des sons, ou il n'y en a pas. Dans le second cas, l'hallucination est progressive, presque volontaire, et elle ne devient parfaite. Elle ne se mûrit que par l'action de l'imagination. Enfin, elle a un prétexte. Le son parlera, dira des choses distinctes, mais il y avait un son. L'œil ivre de l'homme pris de hashish verra des formes étranges. Mais avant d'être étranges ou monstrueuses, ces formes étaient simples et naturelles. L'énergie, la vivacité vraiment parlante de l'hallucination dans l'ivresse n'infirme en rien cette différence originelle. Celle-là a une racine dans le milieu ambiant et dans le temps présent. Celle-ci n'en a pas. Pour mieux faire comprendre ce bouillonnement d'imagination, cette maturation du rêve et cet enfantement poétique auquel est condamné un cerveau intoxiqué par le hashish, je raconterai encore une anecdote. Cette fois, ce n'est pas un jeune homme oisif qui parle, ce n'est pas non plus un homme de lettres, c'est une femme. Une femme un peu mûre, curieuse, d'un esprit excitable et qui, ayant cédé à l'envie de faire connaissance avec le poison, décrit ainsi, pour une autre dame, la principale de ses visions. Je transcris
littéralement. Quelque bizarres et nouvelles que soient les sensations que j'ai tirées de ma folie de 12 heures, 12 ou 20 en vérité, je n'en sais rien, je n'y reviendrai plus. L'excitation spirituelle est trop vive, la fatigue qui en résulte trop grande. Et pour tout dire, je trouve dans cet enfantillage quelque chose de criminel. Enfin, je cédais à la curiosité. Et puis c'était une folie en commun chez de vieux amis où je ne voyais pas grand mal à manquer un peu de dignité. Avant tout, je dois vous dire que ce maudit hashish est une substance bien perfide. On se croit quelquefois débarrassé de l'ivresse, mais ce n'est qu'un calme menteur. Il y a des repos et puis des reprises. Ainsi, vers 10 heures du soir, je me trouvais dans un de ces états momentanés. Je me croyais délivrée de cette surabondance de vie qui m'avait causé tant de jouissance, il est vrai, mais qui n'était pas sans inquiétude et sans peur. Je me mis à souper avec plaisir, comme harassée par un long voyage. Car jusqu'alors, par prudence, je m'étais abstenue de manger. Mais avant même de me lever de table, mon délire m'avait rattrapée, comme un chat, une souris et le poison se mit de nouveau à jouer avec ma pauvre cervelle. Bien que ma maison soit à peu de distance du château et de nos amis, et qu'il y ait une voiture à mon service, je me sentis tellement incapable, tellement accablée du besoin de rêver et de m'abandonner à cette irrésistible folie, que j'acceptai avec joie l'offre qu'ils me firent de me garder jusqu'au lendemain. Vous connaissez le château, vous savez qu'on l'a arrangé, habillé et réconforté à la moderne, toute la partie habitée par les maîtres du lieu, mais que la partie généralement inhabitée a été laissée telle qu'elle, avec son vieux style et ses vieilles décorations. Il fut résolu qu'on improviserait pour moi une chambre à coucher dans cette partie du château, et l'on choisit à cet effet la chambre la plus petite, une espèce de boudoir un peu fané et décrépit, qui n'en est pas moins charmant. Il faut que je vous le décrive tant bien que mal pour que vous compreniez la singulière vision dont j'ai été la victime. Vision qui m'a occupée une nuit entière, sans que j'aie eu le loisir de m'apercevoir de la fuite des heures. Ce boudoir est très petit, très étroit. À la hauteur de la corniche, le plafond s'arrondit en voûte. Les murs sont recouverts de glace étroite et allongée, séparés par des panneaux où sont peints des paysages dans le style lâché de décor. À la hauteur de la corniche, sur les 4 murs sont représentées diverses figures allégoriques, les unes dans des attitudes reposées, les autres courant ou voltigeant. Au-dessus d'elles, quelques oiseaux brillants et des fleurs. Derrière les figures s'élève un treillage peint en trompe-l'œil et suivant naturellement la courbe du plafond. Ce plafond est doré. Tous les interstices entre les baguettes et les figures sont donc recouverts d'or, et au centre, l'or n'est interrompu que par le lacis géométrique du treillage simulé. Vous voyez que cela ressemble un peu à une cage très distinguée, à une très belle cage pour un très grand oiseau. Je dois ajouter que la nuit était très belle, très transparente. La lune très vive à ce point que même après que j'eus éteint la bougie, toute cette décoration resta visible, non illuminée par l'œil de mon esprit, comme vous pourriez le croire, mais éclairée par cette belle nuit dont les lueurs s'accrochaient avec toute cette broderie d'or, de miroirs et de couleurs bariolées. Je fus d'abord très étonnée de voir de grands espaces s'étendre devant moi, à côté de moi, de tous côtés. C'étaient des rivières limpides et des passages verdoyants, se mirant dans des eaux tranquilles. Vous devinez ici l'effet des panneaux répercutés par les miroirs. En levant les yeux, je vis un soleil couchant semblable à du métal en fusion qui se refroidit. C'était l'or du plafond. Mais le treillage me donna à penser que j'étais dans une espèce de cage ou de maison ouverte de tous côtés sur l'espace, et que je n'étais séparée de tous ces merveilles que par les barreaux de ma magnifique prison. Je riais d'abord de mon illusion, mais plus je regardais, plus la magie augmentait, plus elle prenait de vie, de transparence et de despotique réalité.
Dès lors, l'idée de claustration domina mon esprit. Sans trop nuire, je dois le dire, aux plaisirs variés que je tirais du spectacle tendu autour et au-dessus de moi. Je me considérais comme enfermée pour longtemps, pour des milliers d'années, peut-être dans cette cage somptueuse, au milieu de ces paysages féeriques, entre ces horizons merveilleux. Je rêvais de belles au bois dormant, d'expiation à subir, de futures délivrances. Au-dessus de ma tête voltigeaient des oiseaux brillants, des tropiques, et comme mon oreille percevait le son des clochettes au cou des chevaux qui cheminaient au loin sur la grande route, les deux sens fondant leurs impressions en une idée unique, j'attribuais aux oiseaux ce chant mystérieux du cuivre, et je croyais qu'ils chantaient avec un gosier de métal. Évidemment, ils causaient de moi et ils célébraient ma captivité. Des singes gambadants, des satyres bouffons semblaient s'amuser de cette prisonnière étendue, condamnée à l'immobilité. Mais toutes les divinités mythologiques me regardaient avec un charmant sourire, comme pour m'encourager à supporter patiemment le sortilège, et toutes les prunelles glissaient dans le coin des paupières, comme pour s'attacher à mon regard. J'en conclus que si des fautes anciennes, si quelques péchés inconnus à moi-même avaient nécessité ce châtiment temporaire, je pouvais compter cependant sur une bonté supérieure qui, tout en me condamnant à la prudence, m'offrirait des plaisirs plus graves que les plaisirs de poupée qui remplissaient notre jeunesse. Vous voyez que les considérations morales n'étaient pas absentes de mon rêve. Mais je dois avouer que le plaisir de contempler ces formes et ces couleurs brillantes et de me croire le centre d'un drame fantastique absorbait fréquemment toutes mes autres pensées. Cet état dura longtemps, fort longtemps. Dura-t-il jusqu'au matin? Je l'ignore. Je vis tout d'un coup le soleil matinal installé dans ma chambre. J'éprouvais un vif étonnement et malgré tous les efforts de mémoire que j'ai pu faire, il m'a été impossible de savoir si j'avais dormi ou si j'avais subi patiemment une insomnie délicieuse. Tout à l'heure, c'était la nuit, et maintenant le jour. Et cependant, j'avais vécu longtemps, très longtemps. La notion du temps, ou plutôt la mesure du temps étant abolie, la nuit entière n'était mesurable pour moi que par la multitude de mes pensées. Si longue qu'elle dut me paraître à ce point de vue, il me semblait toutefois qu'elle n'avait duré que quelques secondes, ou même qu'elle n'avait pas pris place dans l'éternité. Je ne vous parle pas de ma fatigue. Elle fut immense. On dit que l'enthousiasme des poètes et des créateurs ressemble à ce que j'ai éprouvé. Bien que je me sois toujours figuré que les gens chargés de nous émouvoir dussent être doués d'un tempérament très calme. Mais si le délire poétique ressemble à celui que m'a procuré une petite cuillerée de confiture, je pense que les plaisirs du public coûtent bien cher aux poètes. Et ce n'est pas sans un certain bien-être, une satisfaction prosaïque que je me suis enfin sentie chez moi. Dans mon chez-moi intellectuel, je veux dire dans la vie réelle. Voilà une femme évidemment raisonnable, mais nous ne servirons de ce récit que pour en tirer quelques notes utiles qui compléteront cette description très sommaire des principales sensations engendrées par le hashish. Elle a parlé du souper comme d'un plaisir arrivant fort à propos, au moment où une embellie momentanée, mais qui semblait définitive, lui permettait de rentrer dans la vie réelle. En effet, il y a, comme je l'ai dit, des intermittences et des calmes trompeurs. Et souvent, le hashish détermine une faim vorace, presque toujours une soif excessive. Seulement le dîner ou le souper, au lieu d'amener à un repos définitif, crée ce redoublement nouveau, cette crise vertigineuse dont se plaignait cette dame et qui a été suivie par une série de visions enchanteresses, légèrement teintées de bonne grâce résignée. La faim et la soif tyrannique dont il est question ne trouvent pas à s'assouvir sans un certain labeur.
Car l'homme se sent tellement au-dessus des choses matérielles, ou plutôt il est tellement accablé par son ivresse, qu'il lui faut développer un long courage pour remuer une bouteille ou une fourchette. La crise définitive déterminée par la digestion des aliments est en effet très violente. Il est impossible de lutter et un pareil état ne serait pas supportable s'il durait trop longtemps et s'il ne faisait bientôt place à une autre phase de l'ivresse, qui, dans le cas précité, s'est traduite par des visions splendides, doucement terrifiantes et en même temps pleines de consolation. C'est à nouveau ce que les orientaux appellent le Kiev. Ce n'est plus quelque chose de tourbillonnant et de tumultueux, c'est une béatitude, calme et immobile, une résignation glorieuse. Depuis longtemps, vous n'êtes plus votre maître, mais vous ne vous en affligez plus. La douleur et l'idée du temps ont disparu, ou si quelquefois elles osent se produire, ce n'est que transfiguré par les sensations dominantes, et elles sont alors relativement à leur forme habituelle, ce que la mélancolie poétique est à la douleur positive. Mais avant tout, remarquons dans le récit de cette dame, c'est dans ce but que je l'ai transcrit, l'hallucination est d'un genre bâtard, et tire sa raison d'être du spectacle extérieur. L'esprit n'est qu'un miroir où le milieu environnant se reflète, transformé d'une manière outrée. Ensuite, nous voyons intervenir ce que j'appellerais volontiers l'hallucination morale. Le sujet se croit soumis à une expiation, mais le tempérament féminin, qui est peu propre à l'analyse, ne lui a pas permis de noter le singulier caractère optimiste de la dite hallucination. Le regard bienveillant des divinités de l'Olympe est poétisé par un vernis existentiel achichien. Je ne dirais pas cette dame a côtoyé le remords, mais ses pensées, momentanément tournées à la mélancolie et au regret, ont été rapidement colorées d'espérance. C'est une remarque que nous aurons encore occasion de vérifier. Elle a parlé de la fatigue du lendemain. En effet, cette fatigue est grande, mais elle ne se manifeste pas immédiatement. Et quand vous êtes obligé de la reconnaître, ce n'est pas sans étonnement. Car d'abord, quand vous avez bien constaté qu'un nouveau jour s'est levé sur l'horizon de votre vie, vous éprouvez un bien-être étonnant. Vous croyez jouir d'une légèreté d'esprit merveilleuse. Mais vous êtes à peine debout qu'un vieux reste d'ivresse vous suit et vous retarde comme le boulet de votre récente servitude. Vos jambes faibles ne vous conduisent qu'avec timidité et vous craignez à chaque instant de vous casser comme un objet fragile. Une grande langueur, il y a des gens qui prétendent qu'elle ne manque pas de charme, s'empare de votre esprit et se répand à travers vos facultés comme un brouillard dans un paysage. Et voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre soirée ensemble et la lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.